sur une question aussi complexe. Donc, des questions complexes. Pour le groupe Lyot, j'ai l'impression que M. Harold Huvart n'est plus là. Il est là? Non. Donc, on va passer aux questions individuelles. Tous les orateurs de groupe sont intervenus. Alors, on va commencer par M. Julien Gabaron. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Aurel, Monsieur Rouget, merci pour votre présence. Moi, j'ai une question sur votre vision. Vous avez évoqué la question démographique, derrière laquelle peut se poser la question de notre modèle agricole. La France métropolitaine comptait 390 000 exploitations agricoles en 2020, soit 100 000 de moins qu'en 2010. La baisse est continue depuis 50 ans, même si le rythme de cette baisse s'atténue. Les futurs départs à la retraite vont mécaniquement diminuer encore le nombre d'exploitations dans les années à venir. Alors, selon vous, qui incarnait l'avenir de l'agriculture française, le salut de notre modèle agricole passe-t-il par un maintien du nombre d'exploitations proche du niveau actuel avec une planification des cultures, ou au contraire par un regroupement et une concentration toujours plus poussée afin de concurrencer les super exploitations des géants agricoles? Je vous remercie et à travers vous, je salue le courage et la résilience des jeunes agriculteurs dans un contexte plus heurté pour notre agriculture. Merci, chers collègues. On va passer toute la série de questions individuelles et vous répondrez globalement. Vous aurez tout le temps que vous voulez pour répondre à l'ensemble des questions. Monsieur Stéphane Travert, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs, d'abord, moi, je veux vous féliciter pour votre élection récente à la tête des jeunes agriculteurs. Vous le savez comme moi, mais la souveraineté alimentaire, elle repose sur 3 piliers. L'installation, le renouvellement des générations, la compétitivité des exploitations et puis la capacité d'adaptation face au changement climatique. Sur le volet installation, la politique foncière, le sujet de l'accaparement des terres est un sujet absolument majeur. Nous avions proposé dans la première version de la PLOA et travaillé dessus en commission un dispositif nommé le GFAI. Et je souhaiterais connaître, Monsieur le Président, quelles sont les évolutions que vous souhaiteriez voir apporter à un dispositif comme celui-là pour nous permettre de remettre sur le métier le travail sur ce beau débat parce que, comme l'a dit mon collègue très justement Thierry Benoît, la question du foncier est absolument indispensable demain pour assurer le renouvellement des générations. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Laurent Alexandre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentants d'IGA. La propagation de maladies qui touchent les bêtes d'élevage, comme la fièvre catarrhale ovine, provoque une crise agricole importante et l'inquiétude de nombreux éleveurs, y compris dans mon département de l'Aveyron. Elle s'ajoute aux dégâts provoqués par l'importation de viande néo-zélandaise à bas prix et à une dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et le gouvernement Macron. Ce dogme du libre-échange favorise donc également la diffusion des foyers infectieux et nous sommes nombreux à considérer la réponse de l'État comme insuffisante. Parmi les propositions des députés LFI et NFP, il y a plusieurs propositions. Permettre, par exemple, l'accès à la prise en charge à 100% des vaccins, accélérer la recherche sur les maladies virales. Et donc ma question sera double. Considérez-vous que la réponse de l'État est adaptée et à la mesure de l'urgence? Quelles nouvelles mesures vous paraissent prioritaires pour conjurer cette crise? Merci. Merci. Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aurais souhaité rebondir sur l'intervention de ma collègue Mélanie Thomas et faire un zoom plus particulièrement sur l'agriculture de montagne, étant députée de la montagne iséroise et notamment sur la question de la fièvre catarrhale ovine qui, dans un premier temps, ne touchait pas particulièrement la montagne, mais qui s'est largement développée. Et pour preuve, nous avons depuis 15 ans une descente des alpages qui se tient à Grenoble et qui permet ce lien entre les éleveurs et le grand public qui est annulé cette année par une contamination extrêmement large, évaluée à 35% de la population ovine, donc qui entraîne évidemment une détresse très importante des éleveurs. Et donc j'aurais voulu savoir si vous aviez des remontées particulières sur cet élevage de montagne, si évidemment, comme mes collègues l'ont posé, si vous pensez que les mesures de l'État sont aujourd'hui adaptées et quel traitement préventif vous proposeriez en termes de trésorerie pour rejoindre la question de mon collègue Dive. Merci, chers collègues. Monsieur Patrice Martin, pardon. Micro. Ce sera mieux. Oui, merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, jeunes agriculteurs. La semaine dernière, la Commission des affaires économiques, accompagnée de l'ancien président et nouveau ministre de l'économie, s'est rendue au SPACE de Rennes pour échanger avec des agriculteurs, particulièrement sur le stand JA. Conscient des défis à venir, notamment du départ à la retraite de près de 200 000 agriculteurs dans les prochaines années, les jeunes agriculteurs se trouvent face à une double nécessité, renouveler la profession tout en préservant l'autonomie alimentaire de la France. Pour répondre à ces enjeux, ils insistent sur la nécessité d'assurer des revenus suffisants et de moderniser leurs exploitations afin de relever les défis économiques et environnementaux de demain. Mais au-delà de ces aspects, ils appuient particulièrement l'importance cruciale de la transmission des exploitations. Sur ce point, ils expriment des réserves quant à l'article 8 du projet de loi d'orientation agricole concernant la fiscalité des transmissions et demandent un allègement fiscal adapté à leur situation. Face à ces enjeux, quelle est votre position sur l'adaptation des mesures fiscales pour faciliter la transmission des exploitations? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président des jeunes agriculteurs, félicitations pour votre élection. Aujourd'hui, l'élevage ovin, bovin et caprin français sont touchés par la FCO et les MHE. Ces deux maladies, et vous le savez, font des ravages importants sur les cheptels. Jusqu'à 30% des troupeaux sont touchés et certaines exploitations sont en danger, sans parler du moral au plus bas de nos éleveurs, et vous le savez. Ces exploitations permettent, de maintenir une vie économique et agricole sur des territoires ruraux et de montagne, de maintenir des paysages ouverts et de renforcer ainsi l'attractivité de nos territoires. Je le dis clairement, il faut des mesures urgentes et des mesures fortes. Aussi, en tant que président des jeunes agriculteurs, quelle est votre évaluation sur le diagnostic existant et surtout, quelles recommandations et peut-être des aides exceptionnelles proposez-vous pour faire face à cette grave crise? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président des jeunes agriculteurs, je suis heureuse d'abord que nous puissions vous auditionner. Alors je le sais, nous le savons, les prix rémunérateurs font partie du cœur des revendications des jeunes agriculteurs, à juste titre, parce qu'il n'y a pas d'installation sans perspective de revenus dignes. Bien évidemment, c'est la clé du renouvellement des générations. C'était aussi l'objectif de la loi d'orientation agricole, et je crois que nous partageons ce constat. Dans la loi d'orientation agricole, il n'y a rien qui puisse véritablement assurer des prix rémunérateurs. Mais pire encore, j'ai bien écouté la nouvelle ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, et elle ne propose rien non plus pour l'instant sur le soutien et la garantie de prix rémunérateurs. Je suis d'autant plus sidérée, vu l'année que nous connaissons pour les agriculteurs, des crises sanitaires, des rendements au plus bas, des prix faibles dans le bio, la qualité, l'élevage. On le sait, par exemple, c'est les chiffres de l'INRA, 20% des agriculteurs sur les 12 dernières années ont gagné moins de 6 100 € l'année. Moins de 6 100 € l'année. Alors, cette question, sachant que les marges des grands industriels agroalimentaires sont à 40% contre 35% il y a 5 ans, qu'exigez-vous de Madame la Ministre pour des prix rémunérateurs? Quelles sont les premières mesures, selon vous, qu'elle devrait enfin déclarer? Merci, cher ou en tout cas projeter? On va prendre une dernière question et vous répondrez à la première salle de questions, enfin un deuxième groupe de 6 ou 7 questions. Monsieur Julien Dive, s'il vous plaît. Ah ben vous êtes marqué comme intervenant individuel. Je vous raille là. Bon alors vous passerez à Monsieur Benoît Biteau. Merci Monsieur le Président de me redonner la parole. On a évoqué dans ma première intervention plutôt les aspects d'installation, mais vous avez ouvert un autre pan important qui est la transmission. C'est Julien qui l'a fait. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de la transition des pratiques agricoles. C'est précisément au moment de la transmission qu'on peut justement imaginer comment est-ce qu'on peut réinventer les pratiques agricoles qui permettent aux jeunes agriculteurs de voir un peu comment il peut se projeter dans l'avenir. Et vous avez évoqué le guichet unique transmission-installation. Et donc j'avais deux questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'arrive pas à vraiment faire vivre ce guichet, cette rencontre entre les cédants, ceux qui se préparent à partir à la retraite et les candidats à l'installation, et quelles seraient vos solutions pour que ce dialogue s'installe, que cette relation se mette en place et que ce soit le moment où justement on puisse imaginer le basculement de pratiques et donc d'outils de travail. Merci. Donc on va prendre cette première série de 8 questions. Messieurs, à vous la parole. Merci bien.
peut-être commencer par la question qui est revenue plusieurs fois sur la FCO et puis la maladie hémorragique qui quand même inquiète particulièrement nos agriculteurs et l'ensemble des territoires. Ça se ressent très bien dans cette commission et c'est bien normal. Sur la question notamment des territoires de montagne, pour le coup, c'est plutôt les territoires de montagne que j'ai entendu sur la question, même si évidemment, ça ne se cantonne pas au massif, ça serait trop facile, mais ce sont particulièrement des systèmes qui sont exposés parce que liés notamment à la transhumance, sur des systèmes plutôt très extensifs. Et donc, voilà, la question du revenu qui se fait notamment sur cette partie estivale peut être largement comprise par tout le monde, parce que si le revenu, si la production est impactée, évidemment, avec ces questions de transhumance et autres, ça pose un problème. Ça nous pose un problème, en fait, plus largement sur la question qui était de comment on traite notre accès au vaccin et quelle ambition on lui donne. Et donc voilà, moi ce que je redis là, c'est que aujourd'hui pour moi la stratégie n'est pas la bonne, c'est-à-dire quand on constate qu'on est frappé par la maladie, elle va plus vite que notre réponse. On n'est pas du tout adapté dans l'opérationnel pour faire face. Alors, ça fait le lien, c'est pas ressorti là, mais j'en profite pour passer le message avec notre question de tissu vétérinaire en milieu rural qui s'érode, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter à d'autres moments. Mais donc on a la question de l'accès au vaccin, donc avec la production, la question le déploiement sur le territoire avec les vétérinaires. Donc voilà, et si on n'instaure pas une stratégie de diagnostic de quelles sont les maladies auxquelles on va être confronté et la rapidité d'expansion de ces maladies sur le territoire, moi je veux bien qu'on fasse des prêts de trésorerie, des prêts relais chaque année pour les agriculteurs, mais c'est pas tout à fait ce qu'on demande, et ça répond en rien à l'enjeu d'expansion des maladies. Et donc voilà, bon, ceci dit, j'entends la question de l'accès à la trésorerie. Moi, je pense qu'il va falloir très vite, mais c'est encore un peu tôt pour avoir une vue d'ensemble sur les pertes de production au-delà des animaux qui sont morts, mais sur les pertes de production, notamment laitiers et animaux, qu'il va falloir très vite jauger pour pouvoir apporter une réponse en termes de trésorerie sur ces pertes de production-là, pour pas laisser les agriculteurs dans l'impasse, notamment les agriculteurs de montagne, qui sont durement touchés aussi, pour le coup, sur l'FCO, un peu moins sur MHE, mais on n'a pas encore tout à fait le dernier retour. J'en profite aussi pour répondre sur la question du libre-échange et sur la question plus globale de l'accès aux revenus. Moi, Egalim, je trouve que... on peut être dans les postures, j'entends. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions qu'on offre aux agriculteurs. Egalim, pour ceux qui ont signé des contrats avec les coûts de production qu'on a et les prix de marché qu'on a, où les contrats sont proposés à 60-80% de coûts de production et le reste de part de marché, il n'y a pas un agriculteur qui viendra vous dire que ça ne marche pas. Pas un. Parce que ça fonctionne. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'on a du mal à le déployer. On a du mal à le déployer parce que, vous l'avez dit, il y a une partie qui répond au marché mondial, c'est la mondialisation, c'est comme ça. On a aussi en face un système de distribution qui n'est pas forcément prêt à se remettre totalement en question, parce qu'habitué à avoir une loi, la LME, qui les protège sur des services dans lesquels nous, on ne peut pas discuter. Et donc, renverser la vapeur qui est installée depuis maintenant fort longtemps, je pense que ça prend du temps. On a aussi un travail à faire chez nous, les agriculteurs, je le redis, sur notre sensibilité à contractualiser notre production. Je suis d'un territoire où il y a un petit peu de fruits et légumes. Contractualiser la production en fruits et légumes, c'est difficile à faire prendre en considération. Parce qu'il y a de la saisonnalité, parce que c'est marché mondialisé et que c'est pas toujours évident. Enfin bon, là, les réalités économiques qu'on connaît sur nos exploitations, si on sanctuarise pas ça, on règle pas la question du revenu. Donc pour moi, Egalim est le bon véhicule, il faut le faire évoluer et qu'on essaie tous de sortir de posture parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne pour ceux qui sont contractualisés et qui sont allés au bout de la démarche. Peut-être, Julien, te laisser la parole pour répondre sur les questions de modèles agricoles, de GFAI et autres. Merci Président, merci Mesdames et Messieurs les députés pour vos questions. Revenir tout d'abord donc du coup sur
notre vision sur le modèle agricole, sur le nombre d'exploitations. Il est évident pour nous, chez Jeunes Agriculteurs, qu'on doit maintenir un maximum d'agriculteurs. Et là, on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qu'on compile entre les données de l'INSEE, celles de la MSA et puis de l'ASP pour comparer avec les installations aidées et non aidées, on est déjà dans un déficit structurel entre les départs et ceux qui s'installent, aux alentours de 6 000. On a une vingtaine de milliers d'agriculteurs qui partent à la retraite et toute installation confondue, on approche 14 000 en fonction des années. Donc on a déjà un déficit structurel de 6 000. Et aujourd'hui, avec tous les agriculteurs qui vont partir à la retraite, on va avoir globalement une hausse d'environ 30% des départs à la retraite. Et si on maintient, seulement si on maintient le nombre d'installations, on va augmenter cruellement au moins de 5 ou 6 000 notre déficit entre ceux qui partent et ceux qui rentrent dans le métier. Donc pour nous, c'est une priorité absolue, avec le revenu, de pouvoir travailler sur ces questions d'attractivité du métier et donc du coup d'installation-transmission, parce qu'on a envie d'avoir un modèle familial, d'avoir un maximum d'agriculteurs dans nos campagnes pour justement avoir ces dernières les plus vivantes possibles avec tout le milieu rural que Pierrick a évoqué. Sur ces questions d'installation-transmission, je rebondis sur la question justement plus spécifique à la transmission. Les politiques publiques, elles ont beaucoup travaillé sur l'installation. On a énormément de solutions, pas forcément toutes bien adaptées, mais on a énormément de propositions sur l'installation, sur des fonds de portage, sur de l'accompagnement financier, sur un guichet unique. On a un PAI sur l'ensemble du territoire national. On n'a pas son équivalent sur la transmission. La transmission, comme on le disait souvent, c'est vraiment le parent pauvre des politiques publiques. Et aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir cet équivalent sur la transmission, d'avoir ce guichet unique pour l'ensemble de ceux qui vont partir à la retraite ou qui veulent simplement s'informer, poser des questions. On a besoin d'avoir ce PAT, ce point accueil transmission, peu importe comment il s'appelle d'ailleurs, mais d'avoir ce guichet unique pour l'ensemble des cédants et de pouvoir mieux les accompagner. Mais pour mieux les accompagner, il faut que, on aille les sensibiliser à cet accompagnement et aux enjeux de la transmission plus globalement. 2, qu'on arrive à structurer cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne peu ou pas, ou en tout cas les reproches qu'on peut faire à la fois au système qu'on a sur l'installation et à la fois sur globalement les structures qui accompagnent la transmission, c'est que chacun travaille dans son coin. Nonobstant quelques départements qui arrivent à collaborer, globalement, on a besoin d'arriver à travailler tous ensemble pour répondre à ce choc démographique. Si on continue à travailler chacun dans son coin en silo, on n'y arrivera pas, c'est certain. Déjà que l'enjeu est colossal, mais en plus, si on ne se met pas tous autour de la table pour travailler conjointement et se répartir, entre guillemets, les tâches et les missions, et ce n'est pas ingrat de dire ça, chacun ses domaines de compétences et sa prédilection de compétences. Donc c'est important de pouvoir faire ce partage pour être plus efficient sur l'accompagnement. Et enfin, il faut que globalement les politiques publiques soient plus centrées sur la transmission. Aujourd'hui, sur la fiscalité, pour ne parler que de fiscalité, on a globalement une vingtaine de mesures qui touchent de près ou de loin à la fiscalité et à la transmission. On a seulement, fiscalité agricole, pardon. On en a seulement 6 qui opèrent sur le renouvellement des générations. Donc soit qui orientent et qui favorisent l'installation, soit qui aident à la transmission. C'est très peu. Très peu de mesures, très peu de budget. On souhaite que le ministère de l'Agriculture puisse rendre public le rapport qui est finalisé de l'IGF et du CGER sur la fiscalité à la transmission. On sait qu'il y a des recommandations qui sont proposées d'ordre fiscal et non fiscal. On souhaite que ce rapport puisse être rendu public et qu'il serve de travail. Nous, on l'appuiera sur certaines de ces propositions qui puissent être rendues publiques pour servir de base à des propositions pour le PLF et pour le PLFSS. Ça, c'est un grand axe qu'on a sur ces mesures et sur le financement. Et enfin, sur GFAI. GFAI, c'est vraiment un sujet qui a cristallisé les débats. Mais nous, l'important, c'était pas l'outil pour nous, le débat. Le débat sur GFAI, il était sur comment, globalement, on arrive à financer l'installation. Et ce GFAI était une proposition
qui finalement permettait de ramener des capitaux extérieurs sur ce modèle-là. Pour nous, le sujet, il n'est pas de savoir comment on peut ressusciter le GFAI ou quelle modalité on peut faire pour qu'il revienne. Pour nous, le sujet, c'est comment on fait pour que ceux qui veulent s'installer puissent le faire et qu'on puisse leur porter le capital. Et quand je dis capital, je ne parle pas seulement de foncier. Parce que dans ces dernières années, quand on regarde l'augmentation du coût de l'installation, on voit qu'on a globalement une augmentation de 10% sur les 20 dernières années, mais que le poids du foncier dans l'installation, lui, pour le coup, est resté assez stable. Et qu'en revanche, tout ce qui est immeubles, alors ça peut être finalement les bâtiments d'exploitation, mais ça peut être aussi les maisons ou les corps de ferme qui sont rattachés. Là, pour le coup, a pris plus de poids dans les montants d'installation. Donc pour nous, on a besoin d'avoir cette vision globale de comment on arrive à financer, comment on arrive à aider les jeunes à s'installer. Et ça, on a besoin de trouver du financement pour le faire. Et donc c'est une vision beaucoup plus globale sur ce sujet-là. Et je le rappelle, le poids du foncier a resté assez stable. Donc oui, c'est un sujet, le foncier, mais pour nous, le sujet, il est plus global sur l'ensemble des moyens de production qui permettent aux jeunes de s'installer, puisque finalement, le faire-valoir direct a un peu reculé, ce qui a permis aussi aux jeunes de pouvoir décaler leur investissement sur le foncier, mais en revanche, sur des investissements qui sont purement immobiliers, que ce soit sur les outils de production ou sur les maisons d'habitation, là, il nous reste le vrai sujet qui est extrêmement important sur des moyens assez colossaux à déployer, et notamment dans certaines filières très capitalistiques. Je pense par exemple à la viticulture ou à l'élevage, qui sont deux problématiques extrêmement différentes, parce que dans les deux cas, on a besoin de sortir des financements. Dans un, on ne rachète quasiment jamais les stocks parce que les stocks sont trop coûteux et on n'arrive jamais à pouvoir les racheter, donc on repart toujours de zéro. Et dans l'autre, on a besoin de racheter le cheptel, c'est incontournable. Et pour autant, on a une rentabilité, une rémunération qui est tellement faible qu'on a toujours des problématiques économiques pour pouvoir investir dans ces secteurs. Merci messieurs. Alors on va passer à une dernière